de l'éducation dans la société québécoise, quelle priorité elle devait avoir. Et il y avait une orientation plus basée sur monétaire, disons. Donc, à savoir quelles étaient les nécessités de l'État à aller chercher cet argent chez les étudiants. De cette orientation a découlé une panoplie d'autres questions qui a fusé de tous les camps. Donc, il y avait la question de est-ce que la hausse allait poser une contrainte d'accessibilité aux études supérieures? Est-ce que cet argent n'allait pas servir à renflouer des coffres qui étaient à la base mal gérés et qu'il aurait fallu d'abord repenser comment on gérait ces budgets-là? Est-ce que, d'un autre côté, on nous disait que cette hausse était bel et bien nécessaire, mais que peut-être la forme n'était pas adéquate, donc ça a donné lieu à l'indexation qu'on connaît actuellement. Puis, parallèlement à tout ça, on a aussi entendu la gratuité scolaire. Alors que le gouvernement nous disait que la hausse était nécessaire pour financer l'éducation, certains décriaient la gratuité scolaire, donc que la hausse n'était pas nécessaire, mais qu'en plus de ça, on était capable en tant que société de se permettre la gratuité scolaire. Donc, ça va être le rôle de Bassam ce soir de démêler un peu tous ces arguments qui nous ont été bombardés de tous côtés, tous bords, tous les chiffres, et donc de démystifier la contrainte des finances publiques en éducation, qui est le titre donc, de la conférence que je viens de plugger. Voilà. Merci. Moi, je n'aime pas utiliser les micros. J'ai une grande gueule, d'habitude ça marche. Donc, si vous n'arrivez pas à me suivre, dites-le moi, je vais parler un peu plus fort. Ça va en arrière? Oui. Tu sais que vous voulez le micro, ça va? Ouais. Ce que je vais essayer de vous faire ce soir, c'est de prendre un mythe et je vous propose, donc je ne prétends pas avoir la vraie vérité, mais je vous propose de remettre ce mythe-là en question. Voir est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est fondé. La force d'un mythe, c'est quoi? La force d'un mythe, c'est qu'on y croit. On y croit tellement que c'est même plus un mythe, c'est la vérité, c'est la réalité. On ne le voit même pas. C'est lui qui nous construit, c'est lui qui dicte ce qu'on fait, et il est complètement invisible. C'est ça la force d'un mythe. C'est qu'il est là, il nous façonne nos rapports, nos actions, nos valeurs, et on considère que tout ça, ça va de soi. Un des mythes les plus forts qu'on a, en passant, ceux qui me connaissent un peu, beaucoup, vous savez que idéologiquement, je suis très coloré, mais ce que je vous présentais ici, en bonne partie, ça va au-delà de la dichotomie gauche-droite. Il y a quelque chose aussi. Ça va au-delà de la séparation gauche-droite. Vous allez voir. Donc, le mythe dans lequel on vit, c'est le mythe d'un État qui n'a pas les moyens. Chaque fois qu'on a un budget qui est présenté, la première chose qu'on entend tout de suite, c'est qu'il faut contrôler les dépenses. L'accent est mis sur les dépenses. Vous allez dire, ça va de soi, là. En partie, ça va de soi. Mais ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on ne me dit pas, moi non plus, c'est, et les rentes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que vous pouvez seulement contrôler vos dépenses? Vous ne contrôlez pas aussi l'argent qui rentre? Vous n'avez pas d'argent qui rentre? Un budget, c'est in et out. C'est les deux. Comment ça se fait qu'on parle seulement des dépenses et on ne parle jamais, jamais, jamais de l'argent qui rentre? Donc, ce que je vous proposais aujourd'hui, c'est de voir comment notre État, donc le Québec, volontairement, il joue avec l'argent qui rentre ou qui est supposé rentrer. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et ça paraît nulle part dans les budgets. Donc, je vais commencer avec un petit jeu. Qui connaît qu'à Québec, on va construire un amphithéâtre? Okay. Qui ne connaît pas ça, là? On va y aller. Qui n'est pas au courant? Okay. Vous savez que c'est Québécois qui va gérer l'amphithéâtre. Vous savez toutes et tous? Bon. Vous savez qu'il y a une entente entre Québécois et la Ville de Québec, et que pour protéger l'entente entre la Ville de Québec et Québécois, bientôt on va s'appeler Québécois-Ville,
il y a un projet de loi qui a été présenté par notre chère Agnès Marté et qui rend l'entente inattaquable en cours. Et le projet de loi est passé. Vous êtes au courant? Oui? Ok. C'était le projet de loi on donne des chiffres au projet de loi. Tant qu'ils sont en cours, là, ils ont un chiffre. Après, on peut leur donner des noms ou d'autres chiffres. Mais quand ils sont en cours, on leur donne un chiffre. Salut, la copine de Michel. Ça va? Il n'est pas là? Vous voyez comment mes étudiants, ils meurent. Donc, c'était le projet de loi 204. Qui n'a pas entendu parler du projet de loi 204? Laurie, tu viens pas de la Beauce. C'est pas grave. Mais au moins, tu as entendu parler de cette histoire-là. Vous avez entendu parler de l'amphithéâtre québécois. Qui, parmi vous, a entendu parler du projet de loi 205? Oh, yeah, une personne. C'est pas qu'elle avait parlé. Ah. Là, je te vois mal, c'est qui? Vous avez? Ah. Okay, c'est une ancienne étudiante. Le projet de loi 205 a été présenté par en fait, l'ancien comptable d'une famille hyper riche de Montréal, qui est devenu député. Et une fois député, qu'est-ce qu'il a fait comme député? Il a présenté un projet de loi que cette famille-là puisse transférer ses avoirs d'une génération. Salut Daniel, je connais les plus intéressants. Les autres sont à ta gueule. C'est pas grave, c'est l'histoire. Quand c'est le matin, je dis c'est pas grave, c'est le matin. Je connais mes anciennes. Donc, le projet de loi 205, présenté par un certain monsieur, peu importe son nom, pour que cette famille-là puisse transférer ses avoirs d'une génération à l'autre sans avoir à payer d'impôts. Ni sur les biens matériels, ni sur les entreprises, ni sur les actions, sur rien. Cette famille-là a obtenu, il y a 16 ans, quand c'était Brian Mulroney, le Premier ministre fédéral, a obtenu un décret pour transférer son argent du Canada aux États-Unis sans avoir à payer l'impôt. À cette époque-là, on a su une partie de sa richesse parce que l'argent qu'elle voulait transférer, c'était quelque chose comme 2,3 milliards de dollars. Et donc, le décret lui a permis d'économiser en impôts au fédéral à peu près 750 millions. Ça vaut la peine d'avoir des impôts. Bon, le projet de loi, il est mort au feuilleton, les libéraux ne sont plus là. Si jamais ils reviennent au pouvoir, ça se peut qu'ils le représentent, je ne le sais pas. L'idée qui est derrière, donc je commence mon lot. L'idée qui est derrière, est-ce que, là j'essaie de me rappeler les noms de famille. Daniel vient de rentrer avec des livres. Est-ce que toi tu peux avoir est-ce que quelqu'un parmi vous peut avoir un projet de loi privé pour pas que lui et sa famille ne payent pas d'impôts? Est-ce que vous pouvez vous présenter à l'État et dire, moi j'aimerais avoir un projet de loi 206 pour ne pas payer d'impôts, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants là. Dans le projet de loi, c'était nommé génération après génération, ad vitam aeternam, pour toujours. Qui parmi vous l'aurait? Ok, c'est juste un petit indice. Deuxième, je vais voir dans ce que je joue. Donc là, je commence au lot. Ah oui, les animaux. Donc, on va y aller mollo. En 2008, j'étais brièvement, mais vraiment brièvement, conseiller politique pour un parti qui est au Parlement. Et en 2008, le prix de l'énergie a explosé. Le prix du baril de pétrole était rendu quelque chose comme $120 pour le baril. Le litre d'essence était quelque chose de 1,46, 1,47. Et en plein explosion du prix de l'énergie, les 5 patrons des alumineries du Québec sont venus au Parlement. Ils n'avaient pas besoin d'appeler longtemps à l'avance pour avoir leur rendez-vous. C'est genre, on arrive. C'est pas des blagues.
Ils n'ont pas besoin de faire des manifs dans la rue pour avoir tous les députés tout de suite devant eux. En une journée, ils ont rencontré tous les députés, les 3 groupes parlementaires de l'époque, ADQ, PQ et libéraux. Les 3 ont été rencontrés en une journée et n'ont pas de temps à faire. Leur demande était toute simple. Pour moi, les compagnies d'aluminium, l'énergie est fondamentale. L'aluminium coûte très cher en énergie. Un quart de l'énergie utilisée au Québec est utilisée par les alumineries. Un quart. Donc c'est très énergivore. Leur demande était toute simple. Tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai une entente avec toi, le gouvernement, pour payer le tarif L. Ça, c'est le tarif historique. 4,5 kW du kilowattheure. Peux-tu me prolonger ça? Peux-tu me garantir ça? N'oublie pas, on est en pleine explosion des prix d'énergie. Est-ce que tu peux me garantir ça pour 10 ans? Devinez ce qu'ils ont eu comme réponse. Oui. Immédiatement. Le Parti québécois a pris le pouvoir en 2012. Quand ils ont sorti le budget, j'ai tout de suite été vérifié est-ce qu'ils ont maintenu le cadeau aux alumineries. Et ils ont décidé de respecter l'entente signée à l'époque par les libéraux et de maintenir le prix aux alumineries du tarif L jusqu'en 2017. Si on regarde les alumineries, combien elles touchent par année en tarif L, en subvention pour moderniser leur équipement, en congé fiscal, donc elles n'ont pas payé d'impôt pour X temps, en droit d'utilisation des rivières, donc elles peuvent arnacher les rivières et utiliser pour elles l'énergie, sans qu'Hydro-Québec le fasse leur vente. Si on regarde ça, annuellement, le Québec fait un cadeau aux alumineries de à peu près 3 milliards de dollars. Chaque année, année après année. L'étude qui est en bas, je cite un peu. Ah oui, en passant les chiffres par l'emploi, c'est hallucinant. Ça nous donne, par emploi créé, on subventionne chaque emploi. Ça, c'est un exemple. Ça varie un peu d'un exemple à l'autre, mais c'est toujours dans ces eaux-là. Pour Alcan au Saguenay, 336 000 $ par emploi par année sur 35 ans. Désolé, là, c'est le soit tabarnak. On ne peut pas le mettre sur le PS, lui acheter chips et bière, même l'abonnement au CAP, ça va nous coûter 3 fois moins cher, 10 fois moins cher. Alcan n'est plus. Ok. Une des conditions de l'entente, c'était que Alcan reste québécoise. Que la maison mère reste à Montréal. Alcan n'est plus québécoise. Alcan est maintenant australo-anglaise. La maison mère est quelque part entre Sydney et Londres. Bon, je sais pas ce que ça donne là, l'Afrique. En fait, elle est entre les deux. Elle n'est plus québécoise. On finance qui, les amis, là? Où va notre argent? Est-ce que Alcan se gêne pour fermer des usines maintenant? Pas du tout. Est-ce que se gêne pour faire des latents? Pas du tout. La décision se prend ailleurs. Les intérêts sont rendus ailleurs. On subventionne la valeur en action de la compagnie. Quand elle était québécoise, qu'on avait des projets, qu'on lui donne un peu d'argent, fine. Qu'on lui donne 1 milliard de dollars par année parce que, bon, elle remplit un rôle de créer de la richesse en région, parce qu'elle fait de la valeur ajoutée. Tout ça, je veux bien. 3 milliards par année pour une compagnie internationale. Mais pour rendre les choses un peu plus agréables, combien Alcan paye d'impôts? Donc, la plupart de mes sources viennent de la droite, parce que, il ne faut pas qu'on m'accuse d'être de la gauche, hein, ce que je suis en passant. Je suis honnête avec vous, là. C'est pour ça, les chiffres, honnêtement, là, je vous mets au défi d'attaquer les chiffres. Ensuite, ce qu'on fait avec, on va le regarder ensemble, mais au moins les chiffres, ils sont inattaquables. Je prends les chiffres de la droite, donc la droite ne va pas venir m'attaquer. Encore, pas là-dessus. Donc, Alcan, combien elle a payé d'argent en impôts sur le revenu, malgré 4,3 milliards de profits? 4,3 milliards. Combien d'impôts? Pas seulement zéro, mais ils ont reçu tellement de congés qu'ils ont eu de l'argent de la part d'Impôts Canada. Et vous avez combien de congés d'impôts? Beaucoup?
que je pensais aussi. Oui. Ça veut dire, dans le fond, que si c'était Alcan qui payait l'argent qu'on lui donne, que le gouvernement lui donne, il y aurait seulement des profits d'à peu près 1 milliard. Si on fait l'argent que le gouvernement, c'est 3,19 milliards, que vous avez dit que le gouvernement tout à fait. On se demande 4,3 milliards de profit, donc ça donne 1 milliard de profit net. Oui. L'argument que le gouvernement utilise, si on ne leur donne pas d'argent, là, ils vont aller ailleurs. Ils sont déjà ailleurs. Ils sont déjà ailleurs. Deux, le minerai d'aluminium, il se trouve au lac Saint-Jean en masse. Le lac Saint-Jean contient 14% du minerai d'aluminium du monde. L'énergie la moins chère en Amérique du Nord est ici. Dès qu'on traverse la frontière, elle est 2 et 3 fois plus chère. En plus, on a une énergie qui est verte. L'hydroélectricité est verte. Dans un contexte où le reste de la planète, avec un cerveau, respecte Kyoto, eh bien, Alcan réduit l'argent qu'elle doit payer pour la production de CO2. Donc, Alcan, elle fait d'un coup, genre 4-5 oiseaux d'un seul coup. Elle réduit son empreinte écologique. Elle a l'électricité la moins chère en Amérique du Nord, et le gros marché, c'est l'Amérique du Nord. Elle peut avoir de l'énergie pas chère, mais genre au Koweït, en Australie. Ensuite, livré aux États-Unis, c'est un peu loin. Ici, tu mets ça dans un camion, tu passes par là-bas, c'est à là. Les compagnies n'ont pas le choix d'être ici. C'est là que se trouve l'équivalent du lac Saint-Jean par rapport à l'aluminium, c'est la même chose que l'Arabie Saoudite pour le pétrole. Parce que vraiment, on va fermer l'Arabie Saoudite avec le pétrole, on n'a pas le choix d'aller l'exploiter. Les compagnies seraient là de toute manière. Et ailleurs dans le monde, elles payent l'impôt comme n'importe quelle autre entreprise. C'est ici, chez nous, qu'elles ont et un immense congé fiscal et plein de subventions. Non, pas tout de suite, là, vous attendez. Non, ça viendra, ça viendra. Si j'inclus les autres entreprises, le Québec donne à peu près 5 milliards de dollars aux entreprises. Que des entreprises dans le besoin reçoivent un coût financier, honnêtement, là, le rôle de l'État, quelque part, c'est de donner un coup de main quand ça va mal, quand il y a une petite crise économique, quand tu te lances en affaires. Oui, très bien, l'aide financière, elle a son utilité. Mais pas quand ça va bien, pas quand tu dégages des sommes phénoménales en profit et qu'on continue à te subventionner. 5 milliards qu'on subventionne des entreprises rentables. Combien nous coûte le BS par année? Le BS, les gens sur le bonheur social, là, combien nous coûte par année? Combien? Ça, c'est ce qu'on va économiser avec le dernier projet de loi d'Agnès Maltais. Ça nous coûte un peu moins que 2 milliards. 5 milliards. C'est qui les vrais BS? Honnêtement, là, c'est qui les vrais BS? Ces gens-là, ils ont. C'est pas qu'ils sont dans le besoin. S'ils sont dans le besoin, qu'on leur donne de l'argent. C'est une crise économique, il faut les aider. S'ils démarrent, il faut les aider. Mais pas une fois que tu es rentable. Pas une fois qu'une multinationale qui dégage des sommes absolument phénoménales en profit. En passant, le discours que je tiens, il y a une certaine droite qui le tient aussi. Ce n'est pas juste la gauche qui le tient. L'Institut économique de Montréal tient exactement le même discours, parce qu'ici, ils trouvent que c'est, quelque part, ne parlant de service aux entreprises, que de financer aussi massivement avec de l'argent public quelque chose qui devrait être réglé par le marché. Donc, le discours, il doit être justifié de deux côtés de la barrière idéologique. On monte un peu dans les chiffres. Plus ça va, plus on monte dans les chiffres. Vous avez tous en... oui? Juste quand vous dites, quand vous parlez d'entreprises, c'est des entreprises de quelle ampleur qui versent 5 milliards quotidiennement, quotidiennement? Les entreprises sont de quelle ampleur? Est-ce que c'est des petites entreprises, des grosses entreprises? Qui reçoivent le plus d'argent? Non, mais quand ils font des dons de 5 milliards de dollars, c'est à des entreprises de quelle ampleur? C'est pas mal toutes, mais je vous dirais, plus l'entreprise est grosse, plus elle est capable d'aller chercher du financement. Le dépanneur du coin, ça va le nombre d'employés, ça va être le chiffre d'affaires, ça va aussi
avec le lobbyisme. Une entreprise, ça marche comme ça. Là. Les compagnies pétrolières au Canada, elles sont toutes pauvres et dans la merde. Elles reçoivent chaque année 2 milliards de dollars en subventions. Pourquoi? Parce que Harvard vient de l'Alberta, parce que les 9 groupes lobbyistes, les 9 qui lobbyent le plus le gouvernement fédéral, les 9 premiers, c'est les 9 compagnies pétrolières de l'Alberta. C'est le Québec qui bénéficie plus d'affaires, plus de lobbyistes, plus de lobbyistes pour le Québec avant qu'on peut avoir. De quel lobbyisme? Mais au Québec, on était plus favorisé qu'en Alberta, tout ça, parce qu'on n'a pas les quand même des richesses à l'Alberta, pareil. OK. Amit a déconstruit. Hydro-Québec a reçu combien d'argent du fédéral? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Genre 0. Oui, il y a la péréquation. La péréquation nous envoie un peu d'argent. Mais si vous regardez ce que le Québec donne et ce que le Québec reçoit d'Ottawa, on est largement déficitaire. On donne beaucoup plus qu'on reçoit. Juste en péréquation, là, on reçoit quelques centaines de millions de dollars par année. Oui, super, mais combien on donne? Des milliards de dollars par année à Ottawa, et qu'est-ce qui nous revient? Mais je ne veux pas entrer dans ce débat-là, c'est un débat entre nationalistes, économistes, et je ne veux pas rentrer là-dedans. Honnêtement, l'enjeu central, pour moi, il n'est pas là, pas en ce moment, on va aller prendre une bière. Il y avait une main là-bas. Oui, je suis sûr d'en demander le 5 milliards qu'on donne aux entreprises chaque année. Oui. Ça inclut le 3 milliards d'Alcan, des compagnies de l'aluminium. Non. Quand les aluminium, on les a mis à part. OK, c'est 5 milliards autres. Oui. Bon, parfait. C'est encore plus que 5 milliards, ce qu'on a. Oui, c'est à part. C'est un 5 milliards à part, vraiment des subventions à des entreprises en dehors d'accord. OK, parfait. Oui. C'est quoi l'argument premier des compagnies pour demander cette subvention de milliards de dollars? Bon, je crois aujourd'hui dire qu'il va permettre une croissance, une prospérité, une compétitivité, Se moderniser, s'installer, aller en région. Ne pas aller ailleurs dans le monde. La menace marche aussi. En fait, c'est la carotte et le bâton. C'est un mélange des deux. Si tu ne me donnes pas d'argent, je m'en vais ailleurs. Il y en a qui l'ont fait. En fait, il y en a qui ont pris l'argent qui sont allés ailleurs. Bah, c'est un mélange. Honnêtement, là, que le Québec donne sa part en subvention, en soi, c'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est que ça devient une espèce d'habitude. Il n'y a personne qui ose sortir de ça. En fait, il y a d'autres raisons. Si vous regardez, je vous donne un indice de la réponse. Regardez qui siège sur les conseils d'administration de ces compagnies-là. Et comme par hasard, mais ça doit être juste un hasard, eh bien, c'est des anciens ministres qui sont dessus. Des anciens députés qui sont dessus. Et si la compagnie est assez grosse, d'anciens premiers ministres qui sont dessus. Ça fait quoi? Ça fait qu'un ancien ministre, quand il appelle le gouvernement, il a dit ouais, j'ai besoin de te rencontrer. Puis ça, je l'ai vécu. J'ai été brièvement là-dedans, conseiller politique, pas lobbyiste. Croyez-moi, là, ils sont reçus avec champagne, ces gens-là. Quand ces gens reviennent au Parlement, quand ils étaient au Parlement avant, ils avaient leur réseau de pouvoir. Ces gens-là, un député, un ministre surtout, il a tout un réseau derrière lui. Si lui, il part, le réseau reste là. Et quand il veut revenir, ben, le réseau, il est trop content de l'accueillir. Honnêtement, on faisait des vins d'honneur pour certains anciens, des vins d'honneur là. Et c'était des lobbyistes qui venaient demander des cadeaux. Et c'est pas pour rien qu'on les paye si cher que ça. Les compagnies les payent très cher. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentables. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quel argent qu'on donne? Bon, je ferme ma parenthèse. La corruption, tout le monde en a entendu parler, je n'ai pas besoin d'aller trop là-dessus. Selon Duchesneau, qui est devenu maintenant député pour la CAQ, donc avant ça, c'était un policier hors pair qui était vraiment d'une intégrité absolument inattaquable, qui a fait le rapport Duchesneau, dans lequel il évalue approximativement, c'est difficile d'évaluer, mais aux alentours de 4 à 5 milliards, donc lui-même il a vendu à 4,5 milliards de dollars, qui s'en va dans la corruption chaque année, avec la construction. Le vrai ministère qui donne des jobs, ce n'est pas la santé, même si c'est le plus gros ministère, ce n'est pas l'éducation. Les budgets sont déjà fixés d'avance. On sait qu'on est un de malades. On sait qu'on va avoir d'étudiants. C'est quand la dernière fois vous avez vu une école se faire construire.
Bon, à part les pavillons à l'Université Laval. Mais en dehors des pavillons à l'Université Laval, c'est quand la dernière fois vous avez vu une école secondaire se faire construire? Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. La dernière fois, oui, on a amélioré le CHU. On a ajouté l'aile mère-enfant. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a construit un hôpital à Québec, au Québec? Là, on est en train de faire le CHUM à Montréal. Qui coûte cher. Hein? À Lévis, Ok, mais vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'il y a des travaux sur la route? Oui. Ah, l'argent, il est là. C'est là que c'est payant d'essayer d'avoir des contrats. Et notre cher gouvernement, ancien gouvernement, en passant en bas à gauche, là, c'est bientôt, il est de retour. Philippe Couillard. Avec Philippe Couillard, est-ce qu'il y a des chances que les Libéraux reprennent le pouvoir? Ben, avec la performance de Pauline Desarrois, là, c'est l'autoroute est ouverte. Oui, Francis, j'aime personne. Donc, qu'ils reviennent ou pas, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que le conseil, avant, qui était entre les mains du ministère des Transports, qui était fait de fonctionnaires, qui disait à l'État, voici l'état des routes, voici les besoins, voici une projection des travaux qu'on doit faire. Ce conseil-là a été dissous. Puis on a dit, bon, maintenant, on va donner ça au privé. C'est le privé qui est le mieux placé. Il a les meilleurs conseillers, il a la meilleure expertise, et il va nous dire quoi faire. Le syndic là-dedans, c'est que ces gens-là travaillent pour les compagnies qui font des jobs, qui construisent les routes. Est-ce qu'il y a une possibilité de conflit d'intérêts? Ben oui. Mais toute la commission Charbonneau actuellement tourne autour de ça. C'est là qu'on a ouvert une brèche. On a ouvert une brèche en donnant. Et ce n'est pas un discours contre le privé, c'est contre le conflit d'intérêts que ça a mis. Si on avait pris une firme d'ingénieurs complètement indépendante, ok. Et là, on a pris les ingénieurs des entreprises qui vont faire les travaux. Ben oui. C'est comme dirait Charles Desjardins, c'est comme envoyer le rat compter les poules. Vous ne connaissez pas l'expression? On n'a pas compris. Donc, combien vous coûte cette affaire-là par année? Le chiffre est là. Où va l'argent de la corruption? Est-ce que c'est le gars qui met l'asphalte, tu sais, avec un râteau, puis qui est là, regarde les cailloux, qui sont tout bien alignés? C'est le gars qui regarde, qui fait rien, mais qui le regarde, qui fait semblant d'être son chef, là? Ou c'est l'autre qui regarde les deux, qui fait rien non plus? L'argent va où? Bah, là, on le sait. Avec la commission Charbonneau, on commence à l'attendre. En partie, la mafia. À Montréal, c'est évident. Au niveau provincial, Montréal donne quoi? 1 milliard en contrat par année. Le provincial donne à peu près 10 fois plus. L'argent va en partie à la mafia, en partie bien sûr aux entreprises, et en partie bien sûr aux partis politiques qui gèrent tout ça. Là, on commence à avoir les données pour Montréal. Pour avoir un contrat avec Montréal, c'était 3%, 100 000 $ cash. Tu avais le contrat. Est-ce qu'on risque d'attraper les gros poissons du Parti libéral? Non. L'opération Marteau qui a été lancée, donc l'opération Marteau, c'est la SQ qui enquête sur la corruption dans la construction. Il y a un gars qui est sorti, un policier de la SQ, il est sorti de manière anonyme, il n'a pas voulu s'identifier, et il a créé un anonyme dans lequel il dit on ne trouve là personne qui vient du pouvoir, parce que mon boss, il est nommé par Jean Charest. C'est Jean Charest qui nomme le directeur et le sous-directeur de la SQ. Vous pensez vraiment qu'ils vont aller mordre la main qui les nourrit? En tout cas, le policier avait de doutes sérieux là-dessus, et puis d'après moi, il n'y a pas tort. Mais bon, je vous laisse ça là, vous en pensez ce que vous voulez, mais il reste les chiffres qui sont là pareil. Le coup de poids, tout ça, on peut jouer avec. Qu'est-ce qu'il y a next? Il reste combien de temps? Eugénie, c'est votre amour? Ah, super, je t'adore. Elle commence à paniquer. On a le temps, là. Encore 10-15 minutes de toute manière. L'évasion fiscale.
fiscale. Le gouvernement du Québec s'attaque à un type d'évasion fiscale qui est en fait le travail au noir. Quand vous achetez des cigarettes illégales, hein, Lolo? C'est là, il fallait que je dise un mot. Ah oui, c'est vrai, il faut que je te tienne à payer, mais je sais pas où elle est assise. Ah. On ne captait pas l'entrée pour les moins de 15 ans? Non. C'est une blague. Donc, le gouvernement s'attaque à ça. Est-ce qu'il a raison de s'attaquer à ça? Bien sûr. Combien on va chercher d'argent avec ça? En fait, si on regarde l'ensemble. Donc ça, c'est quand vous faites des jobs au noir chez vous. Quand vous consommez de l'alcool qui est acheté au noir, ça a l'air que la moitié de l'alcool dans les bars viendrait du marché noir. Ça a l'air, je ne sais pas. Ça ne change rien au goût. Noir ou pas noir, ça ne change pas le goût. Donc, il ne faut pas le savoir. Les restaurants, les petits commerçants. Et selon le gouvernement, il y aurait quelque chose comme 1,5 milliard de dollars, ce qui est beaucoup d'argent, à aller chercher. Puis ils essayent d'aller en chercher. Combien ils vont chercher par année? Ils parlent de 200 millions. C'est mieux que rien, mais c'est quand même une goutte dans l'eau. Ça met des petits affaires pour parce que les gros, c'est d'autres affaires. Ok. C'est quoi ton nom? C'est Jeffo, je sais pas, Là, il devance la conférence et il a raison. En fait, le vrai problème, ok, il y a un problème là, je ne veux pas minimiser ce problème-là, mais le vrai problème, il est à l'échelle des grandes entreprises. Quand une entreprise est une entreprise multinationale, ce qu'elle fait facilement, c'est de faire passer par ses branches, par ses filiales outre-mer, des profits, ce qu'on appelle l'évasion fiscale, ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Et en faisant passer leur argent dans les paradis fiscaux, elles n'ont pas à payer d'impôts chez nous. Elles ont plusieurs stratagèmes, c'est un des plus faciles. Combien ça représente pour le Québec? Selon l'OCDE, qui est l'Organisation pour la coopération et le développement économique, selon l'OCDE, chaque année, le Québec perd à peu près 8 milliards de dollars. Avec ces multinationales qui arrivent à utiliser leur filiale outre-mer pour ne pas avoir à payer d'impôts chez nous. Et là où, c'est Jeff, où la Jeff a raison, c'est que ces multinationales-là, elles finissent par avoir un avantage sur les nationales. Une entreprise québécoise, même si elle est très performante, même si elle a 1000 employés, mais elle n'est pas une multinationale, elle ne peut pas utiliser ce stratagème-là. Elle est ici, ses profits sont là, ses commandes sont là, tout se fait là. La multinationale, même si c'est produit ici, même si c'est vendu ici, elle peut utiliser sa filiale pour envoyer là-bas le chèque par une coupe de passe-passe, et ça marche. Ça marche tellement bien que dernièrement, notre cher Premier ministre fédéral a décidé de rapatrier, de permettre aux compagnies de rapatrier leur argent, donc après l'évasion fiscale, qu'elles puissent ramener cet argent-là au Canada en disant que au moins l'argent va rentrer chez nous. Ce qui est valable en soi comme raison. Mais ce que peut aussi être interprété comme, ok, vous faites de l'évasion fiscale, ok, au lieu de trop vous emmerder là, je vous facilite le retour de l'argent finalement, on légalise le processus dans son ensemble. Et ça représente combien au niveau fédéral? On pense que chaque année, les compagnies canadiennes font à peu près pour 140 milliards de dollars en évasion fiscale. La part du Québec en impôts, c'est à peu près 8 milliards. Et on est rendu à combien, les amis? À quelques milliards. Pourquoi tu es passé à côté de ta copine? Vous êtes pris ensemble? Je te comprends, Julien. Donc ça c'est selon l'OCDE, c'est pas selon le bassin, là c'est vraiment... Là je parle, honnêtement je peux continuer comme ça, qu'on va arriver, je peux passer la soirée. Selon vous, donc selon, on a la cour qui enseigne au HEC. HEC c'est... Rosalie, excuse-moi.
en fait, certains de mes chiffres, il ne les inclut pas, mais il prend d'autres chiffres. Il prend toutes sortes de cadeaux qu'on a fait à gauche, à droite. Bon, donc, avant de donner le chiffre, là, c'est une chose dont je vous parle. Oh non, pas ça tout de suite. Ça. Vite fait, là. Anticosti, il y a du pétrole là-dedans. L'île d'Anticosti, avant, la SOKIP, les vieux, peut-être ça vous dit quelque chose, la SOKIP? Oui. La SOKIP avait comme mission de trouver ce qu'on a comme énergie fossile au Québec. C'était comme un institut public. À un moment donné, arrive Lucien Bouchard et il dit, bah, vous savez, là, ça nous coûte cher, la fonction publique. Il faut réduire ça. Parce que les gens sont prêts à acheter ça. Et oui, c'est des fonctionnaires, ça fait bien. Vous venez me voir au bureau, vous allez voir ta fleur. Donc, il faut dissoudre la SOKIP, se débarrasser de ses administrateurs, puis ce qui reste comme ingénieur, on va mettre ça avec Hydro-Québec. Tout le monde a accepté tout de suite. OK. Une fois dans Hydro-Québec, elle a continué à faire de recherche, puis à un moment donné, on a dit, ah, vous savez, la SOKIP, finalement, on n'a pas de pétrole, on paye des ingénieurs à rien faire. On va arrêter ce truc-là. Nous, on fait de l'hydroélectricité, on ne fait pas l'énergie fossile. On va dissoudre cette affaire-là, on va se débarrasser. Puis petit à petit, Hydro-Québec s'est débarrassé de tout. Avant, Hydro-Québec avait les permis pour l'ensemble du Québec. Là, elle s'est débarrassée de ses permis d'exploration, d'exploitation. Elle a vendu ça à des compagnies, soi-disant, de toute manière, il n'y a rien. Et nous, on était contents, la population. Ouais, génial, on a fait genre quelques millions de dollars. Les chiffres commencent à sortir. À l'île d'Anticosti, il y aurait 40 milliards de barils de pétrole. Mettons, on peut exploiter la moitié, parce qu'on ne peut jamais aller chercher 100%, là, mettons la moitié. 20 milliards de barils de pétrole. C'est combien de nos jours un baril de pétrole, à peu près, là? 100 dollars. OK. 20 milliards fois 100 dollars, ça fait combien? Combien? 2 000 milliards de dollars qu'on a donné à deux compagnies. Chose intéressante. Quand on regarde maintenant qui sont les PDG et les administrateurs de ces compagnies-là, c'est les anciens membres de l'équipe SOKIP, des anciens membres d'Hydro-Québec, des anciens membres du Parti libéral. Puis là, mais il n'y a pas de pétrole. Je vous dis, il n'y a pas de pétrole. Il n'y a vraiment pas de pétrole. Celui qui était le PDG d'Hydro-Québec à l'époque, il est sorti, il a acheté 40% d'une compagnie qui s'appelle Junex, et Junex a acheté les parts d'Hydro-Québec. Le gars était PDG d'Hydro-Québec, mais il n'était pas au courant qu'il y avait du pétrole en dessous du sous-sol de l'île d'Anticosti. Et on regarde tous les administrateurs, les propriétaires, les gros actionnaires, ils proviennent de ce milieu-là. Est-ce que c'est un peu un vol d'une richesse collective? Pourquoi on a donné cet argent-là? Que le privé vienne exploiter le pétrole, génial. Mais pourquoi on donnerait des profits qui vont aller ailleurs dans le monde? Pourquoi les 2 000 milliards? Vraiment, on est gentil à 2 000 milliards. Mettons 3 000 milliards. Mettons 2 000 milliards. Pourquoi on ne garderait pas les profits chez nous? C'est beaucoup plus gros qu'Hydro-Québec, cette histoire. Hydro-Québec nous donne, verse à l'État québécois, aux alentours, 1,5 à 2 milliards de dollars par année. Combien eux, ils verseraient si c'était resté propriété québécoise? Propriété collective. Bonne question. En fait, on a vendu à des tarifs absolument risibles. C'est genre 10 fois moins cher. On a vendu les permis à prix 10 fois moins cher qu'ailleurs. Qui a été le premier porte-parole de l'Association québécoise des producteurs de pétrole? André Caillé, qui était avant PDG d'Hydro-Québec. On l'a foutu à la porte, on l'a remplacé par Lucien Bouchard, qui était Premier ministre à la même époque. Il n'y a pas un léger conflit d'intérêt, vous pensez? Il n'y a pas un accès privilégié à l'information qui peut servir? Si on ramasse les chiffres, puis je ne mets pas tous les chiffres, mais en attendant là, je peux monter encore plus. Minimalement, savez-vous combien ça donne tous ces chiffres-là?
minimalement, là, honnêtement, je peux me rendre encore plus haut, 32 milliards de dollars. Dans les chiffres que je vous ai présentés, est-ce que les richesses qu'on donne sont des richesses qui profitent à la société québécoise? L'évasion fiscale, la corruption, les cadeaux aux alumineries, ça profite à la société québécoise? Pas du tout. La question que je vous pose, comment ça se fait qu'on augmente les frais de scolarité? Mais c'est vrai que ça coûterait comme juste 4 milliards de dollars pour arriver les écoles gratuitement. C'est pour les élèves. C'est vrai que ça coûterait comme juste. Ça coûterait beaucoup moins cher que ça. Selon le ministre de l'Éducation, si on met la gratuité scolaire et qu'on inclut là-dedans de 22 à 25 000 étudiants supplémentaires qui vont pouvoir y aller, parce que maintenant c'est gratuit, ça coûterait quelque chose comme 1,1 milliard de dollars. Ok, on est à 32 milliards. On ne peut pas aller chercher la moitié de ça. Mettons 1 milliard dans l'éducation. Hey, il vous reste 14 milliards. On peut se payer un méchant parti de la Saint-Jean. Qui vous restera de l'argent? Hein? Je sais pas. Vous voulez voir? Vous voulez que je continue à vous déprimer? Oui. Après moi, si vous voulez, il y aura une séance gratuite de psychothérapie. Vous allongez sur les chaises à côté de lui. Bon, les amis, qui parmi vous est content de payer de l'impôt? Qui est là? Qui a dit moi? Bon, j'ai deux foquets à part. Moi aussi. J'ai piqué aussi, tu vois, 4 à 5. Wow. C'est un record d'habitude, il n'y a personne qui l'a là. Est-ce que faire des promesses de baisser les impôts est payant dans une société? Non. Électoralement, là. Oui. Électoralement, est-ce que c'est payant de promettre de baisser les impôts? Oui. Ça marche à fond. Charest est rentré avec ça au pouvoir en 2008. Il a fait la promesse en 2007. En 2007, il a reçu un petit cadeau de Harper, la péréquation. Et là, cette année, la péréquation était wow, méga, genre 750 millions. Harper. Ouais, Charest dit, yes, avec ça, là, je m'en vais en élection et je vais baisser les impôts de 1 milliard. Même Harper, à l'époque, lui a dit, non, mon ami, moi, l'année prochaine, je ne sais pas ce que je peux te donner. Ne fais pas ça. Va chez Tim Hortons. Mange un beigne, relax. Tu vas me trouver là-bas. Mais Charest le fait quand même. Il a ajouté à ça 250 millions. Donc ça marche. Il gagne les élections. Il est au pouvoir. Génial. 2008 arrive. Oups, 2008, on a connu une petite crise économique. On a une petite transfert. Et puis on a moins d'argent. Mais on a 1 milliard de trous. Est-ce que Charest savait qu'il créait un... Ben oui, il vient de se priver. Regardez pas juste les dépenses. J'ai dit au début de la rencontre, faut pas juste... On met toujours votre regard sur la dépense. Regardez les rentrées, les amis. C'est les rentrées qui sont importantes. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder les dépenses. Il s'est privé d'1 milliard à peu près, 950 millions de rentrées. Est-ce que ça a profité à des gens dans la société? Oui. À qui ça a profité? Quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, il ne peut pas avoir une baisse d'impôts. Quelqu'un qui est sur le bonheur social, ben, il ne va pas avoir plus d'argent. Quelqu'un qui... Hein? Oh oui, il a le droit de vote pareil, mais il n'a pas... Quelqu'un qui gagne moins de 15 000, il n'a rien. La classe moyenne. Grosso modo, la classe moyenne, c'est quelque part entre 30 et 60 000. Selon si tu es seul, tu as un couple avec 2 enfants, mono avec un enfant, c'est quoi? Tu as été chercher genre 400 $. 358 pour être exact, mais peu importe. Et ce qui est complètement logique, plus tu gagnes d'argent, plus tu payes d'impôts,
plus tu bénéficies de la baisse d'impôt. Logique. Ça vous semble tout à fait cohérent? Oui. Vous n'avez rien à dire là-dessus? Non. Non. Est-ce que le fédéral nous a fait la même chose? Exactement la même chose. Harper, il voit, il ne sait pas, il n'a pas appris ça de Charest. En passant, Charest et Lucien Bouchard, si vous comprenez un peu au-delà des étiquettes politiques, là, Charest et Lucien Bouchard, ce sont deux anciens membres du Parti conservateur du Canada, qui sont venus au Québec pour être Premier ministre. Ils ont continué à être des conservateurs, qui ont gouverné comme des conservateurs, avec cette idéologie-là, sous des étiquettes différentes. Ne vous laissez pas aveugler par les étiquettes politiques. Analysez les actions et les choses pour elles-mêmes. Ne vous laissez pas aveugler par les étiquettes, par les discours, par les idéologies. Peu importe l'idéologie, qu'elle soit de gauche, de droite, souverainiste, fédéraliste, tout ça, la fois sur deux, c'est du blablabla pour vous deviner le tout. Donc, le fédéral fait la même chose. En 2011, donc Harper, il a gagné les élections majoritaires en 2011 avec cette promesse-là. Une de ses promesses majeures, je vais baisser les impôts, comme Charest. Bon, il n'a pas dit ça comme ça, là, mais il a baissé les impôts. À qui ça a profité? Encore une fois. Ce qui est particulier dans cette baisse d'impôt-là, c'est que c'est une baisse d'impôt qui utilise, au moment de faire le rapport d'impôt, tu peux transférer une partie de tes revenus seulement dans le rapport d'impôt, tu n'es pas obligé de faire ça dans la vraie vie, là. Dans le rapport d'impôt, tu transfères une partie de tes revenus sur le rapport d'impôt de l'autre pour que tu puisses changer de braquette fiscale. Palier, oui, palier. Et donc, c'est ce qu'il a proposé. L'analyse est faite par quelqu'un de Radio-Canada, c'est pas moi, là. Je suis pas assez intelligent. Et ce qu'on voit, c'est à qui ça profite, cette baisse d'impôt. Encore une fois, comme il faut transférer une partie de ce revenu à l'autre, si les deux travaillent qui gagnent le même salaire, parce que ça ne sert à rien de transférer. Encore moins, si tu es tout seul, là, à qui tu transfères? À ton chien, à ton cactus, ça ne marche pas. C'est pour les familles, ça prend un enfant. Mais tu ne peux pas transférer un enfant. Là où ça rapporte le plus pour les familles, c'est quand elles gagnent de plus en plus d'argent et quand il y a un des deux qui reste à la maison. C'est là que c'est payant. Encore une fois, ça vous semble tout à fait logique. Mais ici, il y a une clause supplémentaire. Qui reste à la maison d'habitude? C'est ah oui? C'est pas l'homme qui reste pour changer les couches? Pour passer la robe? Ah, c'est la femme encore. Ah. Et ces gens, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Hein. Ça doit être le hasard, s'il n'y a pas de lien entre leur idéologie et leur stratégie financière. Donc la question que je vous pose, une fois qu'on a vu tout ça, je peux aller plus loin et je peux vous montrer combien, par exemple, un diplôme universitaire permet, ou un diplôme collégial permet de gagner durant une vie, combien il fait plus en impôts. Donc la question que je vous pose, de combien d'argent on se prive et à qui on donne cet argent-là? Le PIB du Québec est aux alentours de 300 milliards de dollars. On se prive, puis vraiment avec un calcul conservateur, pas sur le plan idéologique, mais sur le plan de la précaution, on se prive volontairement, entre guillemets, d'à peu près 10% de ça. On donne des cadeaux entre amis. Merci. Tu sais, j'ai vu le temps. On va la voir tomber. Elle commence par devenir rouge, la première étape. Bon. Donc la question que je vous pose, qui est toute simple, au-delà de l'idéologie, soyez à droite, soyez à gauche, soyez au-delà de cette idéologie-là. Comment ça se fait? Une société aussi riche que la nôtre. Si le Québec devient demain indépendant, nous, les 5 millions de petits Québécois, là, on est la 30e puissance économique mondiale. La 30e. On a à peu près le 3e territoire le plus riche en ressources de la planète. Le 3e. C'est pas pour rien qu'on veut faire le plan Nord. Pour qui on le faisait, c'est pour question. On n'a pas les moyens
d'investir dans l'éducation. On n'a vraiment pas les moyens. On préfère donner ça à Rio Tinto, à la corruption, à l'évasion fiscale. Et on ne peut pas aller chercher cet argent-là et l'utiliser pour... Ça nous coûterait $1 milliard avec 22 000 étudiants de plus là. Dans les universités, ça nous coûterait $1 milliard. En attendant, là, on a les moyens de payer un salaire aux étudiants avec ça. Comme font les pays scandinaves. On a les moyens de vous payer un salaire. Combien ça va coûter de plus? Combien ça va coûter? Combien vous allez rapporter de plus à la société? La question qu'il faut se poser, c'est selon quels critères on veut que les gens aillent en éducation, aillent à l'université. Est-ce qu'on veut que les meilleurs puissent y aller ou est-ce qu'on veut que ce soit les plus fortunés qui peuvent y aller? C'est pas comme Pour moi, c'est sincère. oui, c'est bien. Mais si, mettons, on avait la gratuité, qu'on avait vraiment accès au-dessus de tout ça, est-ce qu'on n'avait pas une possibilité de vraiment aller ailleurs pour payer moins d'impôts plus tard? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui vont dans une ville, c'est quelque chose cher, parce qu'il y a pas. Vous connaissez beaucoup de gens qui vont ailleurs? En temps, moi, j'en connais pas. Parce que moi, tout le monde me dit que les personnes font ça bien. Oh, il y en a qui se disent là, que moi, je ne suis pas content, je vais sacrer mon camp. Je ne sais pas, je ne sais pas si vous en connaissez, mais en tout cas, dans mon milieu à moi, j'ai des amis dans tous les domaines. À part aller passer 1 ou 2 semaines dans le sud l'hiver, ils ne vont pas ailleurs. Il y a peut-être les gradués de McGill en médecine qui ont le haut le plus élevé, qui vont ailleurs, mais c'est parce qu'ils ont aussi le haut le plus élevé de gens qui viennent d'ailleurs, étudier, qui repartent. Donc ce n'est pas vraiment une perte pour le Québec en soi. Puis la mobilité, ça fait partie de la liberté individuelle. Est-ce qu'à la limite, on peut exiger que la personne reste 5 ans au Québec après sa diplomation? Ben oui, ça peut faire partie d'un contrat. Pourquoi pas? La question, puis c'est ça le but. Honnêtement, c'est une hypothèse. On a besoin de ces diplômés-là. Honnêtement, on en a besoin. C'est pas comme si ce serait un luxe, puis on va toutes les faire travailler chez McDonald's. On a besoin de ces gens-là. On peut développer davantage nos ressources. On peut développer davantage nos technologies de pointe. Le Québec est un acteur majeur dans des domaines absolument hallucinants. L'informatique, l'aéronautique, la pharmacologie. Nous avons des domaines dans lesquels nous sommes vraiment puissants. La robotique. Donc, avoir plus de diplômés. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quels critères on va mettre de l'avant? Plus on augmente les frais de scolarité, plus on ferme l'accès aux couches sociales les plus pauvres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont cons, là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents non plus. C'est tout simplement l'économie, les frais de scolarité est un facteur, ce n'est pas le seul. Il y a la diplomation de la mère, c'est un facteur. Il y a les revenus de la famille, c'est un facteur. Il y a les lieux de résidence. Il y a plein de facteurs, mais un des facteurs importants, c'est les frais de scolarité. C'est ce qui a permis au Québec de passer. Le Québec, il y a 50 ans, le niveau de vie entre le Québécois francophone et le Québécois anglophone était le même qu'aux États-Unis, le niveau de vie entre les Noirs et les Blancs. Je sais que ça peut vous sembler fort ce que je dis là. Il y a 2 générations, la différence de niveau de vie était ça. Les Québécois francophones étaient les moins éduqués en Amérique du Nord. Parce qu'on exclut peut-être les autochtones aux États-Unis. J'exclus les autochtones. Ils étaient, dans la population blanche, c'était les moins éduqués. Les anglophones du Québec étaient parmi les plus éduqués au monde. Pendant une quarantaine d'années, on a presque comblé le retard avec les anglophones. Et avec quoi on a fait combler ce retard-là? La commission de parents. Rendre l'éducation accessible à tout le monde. Qui en a profité le plus? La population, les couches sociales moyennes, la classe sociale moyenne, c'est là qu'elle a émergé. Et encore plus, c'est surtout vous les femmes qui en avez profité le plus. Avant, là, vous n'étiez nulle part dans l'éducation supérieure. Déjà, les Québécois, à votre âge, là, dans les années 50, à votre âge, 3% des Québécois francophones allaient à l'éducation supérieure. 3%.
c'est clair. La recherche du Québec a été faite avec ça. Bon, est-ce que j'ai une conclusion à faire? En fait, oui, ma conclusion, mon hypothèse que je vous soumets là pour le débat, c'est pas des raisons financières qui nous empêchent d'offrir l'éducation à tout le monde. C'est pas une raison financière. On peut juste jouer avec les subventions aux animaux, juste ça, on se l'offre. Et puis on ne va pas être plus pauvre pour autant comme société là. L'étude que j'ai citée tantôt sur les alumineries, les deux économistes, deux professeurs d'économie à l'Université Laval, dans leur étude, ils disent que si l'État québécois prend le même montant d'argent qu'on donne aux alumineries et qu'il l'investit directement dans la société, dans quoi? La santé, l'éducation, les ce que fait un État, il créerait plus de jobs que les alumineries. Vous avez vu ce que ça coûte par emploi. Ça ne coûterait pas ça par emploi pour faire des écoles, pour faire des routes. Donc on peut facilement l'atteindre. Ce n'est pas pour des raisons financières. Si on le fait, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. L'autre chose qui est derrière, je vous le propose pour le débat. Qu'est-ce que vous pouvez avoir derrière? Je ne sais pas. Bon voilà, c'est tout. Merci. J'ai des suggestions. Vous savez, en politique, la chose que les politiciens adorent le plus, c'est d'être invisible. Ok, pourquoi on a tapé sur les jeunes et pas sur les vieux? Pourquoi pour contrôler les dépenses, on a augmenté les frais de scolarité, on n'a pas augmenté les frais de Valium pour les vieux? Eux, ils votent. Vous ne votez pas. Première chose. Deuxième chose, les médias. À qui appartiennent nos médias québécois? Québécois, PowerCorp. 95% des médias écrits au Québec, 95% appartiennent à ces deux groupes-là, qui ont des intérêts extrêmement étroits avec le gouvernement. Le plan Nord, c'est un plan pour PowerCorp. PowerCorp est dans les mines. C'est un acteur mondial dans les ressources. C'est quoi le château qu'il y a dans Charlevoix? Ouais. Et ils ont reçu qui là-dedans? Est-ce que vous avez été invités, les amis? Moi, j'ai été invité, j'ai pas vu. La vidéo, c'était terrible, c'était tellement... C'était beau, c'était vraiment... Non, c'est impressionnant. Ok, comprenez une chose, les amis. Au-delà de l'idéologie gauche et droite, et même si, moi, personnellement, j'ai la mienne, là, vous avez la vôtre, mais au-delà de ça, on doit, comme société, travailler ensemble, gauche et droite, pour arrêter le travail de cette espèce d'oligarchie qui travaille pour elle-même. D'une certaine manière, qui réussit à nous faire croire, la vôtre est un super bon exemple de ça, qui réussit à nous faire croire qu'ils sont là pour nous, alors qu'en réalité, ils se donnent des cadeaux entre eux. Les 32 milliards de dollars, ce n'est pas leur argent à eux, c'est de l'argent de la société québécoise. C'est notre richesse collective qu'ils détournent, et ils se servent, ils ont plein les poches. Donc, soyez, honnêtement, là, soyez, plus vous êtes passif, plus la game va continuer. Plus vous êtes invisible, plus ils sont contents. S'il y a quelque chose de bien qui a émergé avec le printemps arabe, c'est qu'il y a plein de choses qui ont émergé au grand jour, qu'on voit dans le grand jour. Mais il ne faut pas que ça arrête ce spectacle. Il faut qu'on puisse continuer à faire circuler l'information. Et ce n'est pas les médias de masse qui vont le faire. Les médias de masse travaillent pour ces gens-là, appartiennent à ces gens-là. Vous n'allez jamais voir la presse critiquer le plan Nord, les amis. Vous n'allez jamais voir ces médias-là critiquer les cadeaux aux entreprises. Elles en profitent massivement. C'est les mêmes amis entre eux.
Et ce n'est pas une question, puis vraiment pas une question de privé et public, ça n'a rien à voir. C'est une oligarchie qui s'est installée, qui est invisible. On l'a vu dans la vidéo d'Anonymous chez Desmarais. C'est eux qui tirent les ficelles. Et ces gens-là, on ne les voit pas d'habitude. Tout ce qu'on voit, c'est certaines personnes dans la société qui sont capables, comment dire, de jouer le rôle de, c'est quoi le terme? Le rôle d'icône, si vous voulez, pour le peuple. Le peuple s'identifie à ces icônes-là, s'identifie à ces gens-là. Un exemple banal, mais c'est un faux exemple. Par exemple, on va utiliser une star de hockey pour nous vendre du McDonald's. C'est en mangeant du McDonald's que Gretzky est devenu le meilleur joueur au monde. Mange du McDonald's, tu vas devenir comme Gretzky. Mais plus sérieusement que ça, on va utiliser des gens qui sont capables d'être pour le peuple une icône à laquelle ils s'identifient. Choix marche à merveille sur cette stratégie-là. Choix utilise des animateurs qui sont capables de parler le langage du peuple, qui sont capables de se présenter comme étant ceux qui se soucient du peuple. Et donc, ces gens-là, donc ces icônes-là, c'est porte-parole du peuple, ils se présentent eux-mêmes comme porte-parole de monsieur et madame tout le monde, eh bien, ils peuvent faire gober au peuple ce qu'ils veulent. Eux, ils ne veulent surtout pas que tu regardes les cadeaux qu'on fait. Regarde les dépenses, les amis. Tu payes trop d'impôts. Réduis les dépenses. Et quand tu réduis une fois que le gouvernement est dans le trou, là, quand on a dit au Québec 1 milliard de baisse d'impôts, le gouvernement, le milliard, il est obligé d'aller le chercher par la suite. Comment il a été chercher le milliard de gouvernement? Ok, il a monté la TVQ. Qu'est-ce qu'il a monté? Les frais de scolarité, Hydro-Québec, les permis de conduire. Est-ce que tout le monde vous payez pareil pour ces augmentations-là? Taxe sur l'essence, la taxe municipale. Tout a augmenté. Est-ce que vous payez tous et toutes la TVQ pareil? Vous payez tous et toutes l'essence pareil. La réduction, on l'a vu, a surtout profité à la classe la plus riche. Plus tu étais riche, plus tu avais de base d'impôt. Mais quand c'est le temps de payer, tout le monde paye pareil. Si ça te coûte, parce que là, il faut combler le milliard. Si ça te coûte 1000 $ de plus maintenant, et tu as eu 150 ou 200 ou 300 $ de base d'impôt, ben, tu t'es fait baiser. Si tu as eu 2 ou 3 000 ou 5 000 ou 6 000 $ de baisse d'impôt, tu dois payer 1 000 $. Je vous donne un chiffre. Ceux les étudiants qui sont avec moi, certains vous avez vu le chiffre là, désolé de vous répéter. Mais est-ce que c'est lui? Oh ouais, c'est lui. Le 1% le plus riche au Canada a vu ses revenus augmenter de 48%. Ouais. Entre 1982 et 2010. Et les autres Canadiens ont vu leur revenu augmenter en 28 ans là, de 1,4%. Pas à toutes les années. En 28 ans. C'est pas le... En 28 ans, est-ce que le prix des maisons, ça a augmenté un peu? Ah oui? Est-ce que le prix de l'essence a augmenté un peu? Est-ce que le prix de l'essence a augmenté de 1,4% en 28 ans? Est-ce que le prix de ta maison a augmenté de 1,4% en 28 ans, Francis? La valeur de la maison? Oui? Ou un peu plus? Si moi je vais acheter ta maison, est-ce que je vais payer 1,4% de ce que tu as payé il y a, je ne sais pas quand tu l'as acheté? La valeur a à peu près triplé. Triplé, triplé. Mais le salaire, 1,4%. Est-ce qu'on a créé plus de richesse durant ces années-là? Oui. Mais on a fait des stratégies fiscales pour profiter à ce groupe-là. On crée la richesse. Encore une fois, je tiens à le préciser là. Le problème n'est pas la richesse. Le problème, c'est quand on utilise des stratagèmes comme ça pour prendre une richesse collective et la mettre entre les mains des gens. Qu'est-ce qu'ils ont de plus pour se la mériter? Quelqu'un qui travaille, qui a sa business, qui travaille dur, ça, tant mieux. Quelqu'un qui a étudié dur, qui est devenu médecin, qui a un super... Honnêtement, tant mieux. La question n'est pas là. La question, c'est dans le détournement qu'on fait. Dans les abus qu'on fait. Ensuite, on sort et on dit, désolé, ok, je conclue avec ça, là.
désolé, on n'a pas d'argent là, il faut augmenter les frais de scolarité. Je vous donne un tableau qui vous montre qui profite, en fait, qui peut aller à l'école. Là, je vous épargne, il y a vraiment trop de détails. Je vous donne un exemple. On a triplé au Canada les frais de scolarité en médecine. Donc ça, c'est des statistiques, ce n'est pas des projections. On a triplé les frais en médecine. Qu'est-ce que ça a donné? Déjà que les classes, donc les revenus familiaux, les classes les plus pauvres, déjà, elles n'allaient pas tant que ça en médecine. Mais quand on a triplé, en fait, les 80 000 et moins ont toutes eu des baisses d'accès aux études. Ceux qui gagnent entre 80 et 100 000, ça n'a pas bougé. Et les 10 points perdus en haut ont été récupérés par ceux qui gagnent 100 000 et plus, qui représentent en fait 5% des familles canadiennes. Donc 5 familles des % canadiennes ont à peu près la moitié des étudiants en médecine. Est-ce que l'éducation peut être... Est-ce que ça peut être un facteur pour l'égalisation des chances dans la société, l'accès à l'éducation? Et si on veut maintenir une société qui est inégalitaire, qu'est-ce qu'on fait? On restreint l'accès à l'éducation. On n'est pas, ça je tiens à le préciser, on n'est pas un pays du tiers-monde qui est pauvre, qui est dans la merde financièrement. Là. Nous sommes un pays riche. Oui, on a une grosse dette. On ne peut pas prendre une partie de cet argent-là et mettre ça dans la dette? Il faut la régler, la dette. C'est un problème sérieux. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on vous lègue à vous ce problème de la dette? Ok, ça c'est un peu déprimant. Il y avait une autre question ici? Vous avez parlé des condamnés à l'élégance, savoir pour les juifs. Honnêtement, je ne suis pas assez au courant. J'ai entendu des choses, mais je n'ai pas pu aller vérifier moi-même. Quand je ne peux pas vérifier, je préfère me faire me prononcer. Mais pour les livres, c'est vraiment mental. Mais je ne peux pas. Je connais quelques exemples, mais je préfère me faire me prononcer. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse par rapport aux livres. Sérieusement, en tant que population, on a vraiment le pouvoir de combattre ça. C'est vraiment sur toutes les couches, dans beaucoup de couches de la société, il y a la corruption. Pour justement donner le petit parler tantôt, tout le monde s'en tête, c'est toute une game de monde qui sont riches, qui connaissent les gens qui sont riches, qui font que tu vas devenir riche, ça reste tout le temps servicieux. Nous autres, on dirait qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, on n'a pas d'accès à ça. Okay. La seule manière de changer les choses, c'est d'arrêter d'être en route. En tout cas, je vous dis ce que je pense. Plus vous laissez faire, plus ils vont faire. Ici au Québec, on a un problème. On a trop tendance à ne pas s'intéresser à la chose publique. La chose publique, c'est ça. La chose publique, c'est le bien commun, c'est la richesse collective. Et ici au Québec, on délègue ça facilement aux autres. On ne s'intéresse pas à la chose publique. Et c'est pour ça que le printemps d'année, ce que j'ai trouvé super, c'est tant ceux qui étaient pour que ceux qui étaient contre. Les deux côtés, là, je les ai félicités, les étudiants qui étaient pour et contre la hausse, les deux, je les félicite. Parce qu'une fois, ils s'intéressaient, ils étaient des acteurs. Quand vous êtes des acteurs de la chose publique, les politiciens n'ont pas le choix de suivre. Ils n'ont pas le choix. Ça a été étouffé, ça. Le monde commençait à en parler, à parler. Ça sortait, c'était plus juste nécessairement la crise étudiante. Non, tout à fait. Ça s'est essoufflé. Après un mois, là, on n'était plus sur les choses clarifiées. Après un mois, au printemps dernier, on était rendu ailleurs. On remettait en cause le système d'un côté, et puis Charest, qui est un politicien absolument brillant. C'est un des politiciens les plus crosseurs et les plus intelligents qu'on a. L'héritage de Charest, là, c'est... Je préfère ne pas le dire. Ok, Francis, bouge tes oreilles, là, je ne veux pas qu'un de mes collègues... Si on veut faire une statue à Charest demain, il faudrait changer pas un téléphone intelligent, mais un vibrateur intelligent. Et il nous a baisé. Charest, il avait un taux d'insatisfaction de 73% à la fin de l'automne 2011, début de l'hiver 2012. Taux d'insatisfaction historique au Québec, 73%.
Une couple de mois plus tard, il était perçu par un Québécois sur deux comme étant le sauveur d'une situation qu'il a lui-même créée. Brillant, lui. En plus, il a lancé la commission Charbonneau. La commission Charbonneau va commencer à l'automne. Il a attendu 3 ans. Ça va commencer à l'automne. Mais avant ça, je vais faire des élections. Avant qu'on commence à entendre les gens venir éclabousser les partis politiques. Il a été brillant surtout. Il a passé un jeu de revenir au pouvoir. Ça vous montre à quel point les Québécois, excusez-moi là, mais on est un peu naïfs. On s'informe uniquement des médias qui ont des intérêts. Là. Parce que ces gens ont le droit de défendre leurs intérêts. Oui, il faut être conscient qu'ils défendent des intérêts. Il faut réussir à trouver des informations qui ne sont pas là, qui ne sont pas prises dans cette espèce de mécanique de conflit d'intérêts. Oui? Justement, avant ça, je me souviens d'un exemple, on commençait à parler d'une commission de construction, puis soudainement, il y a un avocat qui a travaillé pour Jean Charest Bellemare qui est sorti, une espèce d'affaire. C'est commencé à avoir une autre commission, et là, j'en sais plus, c'est de la construction, mais soudainement, c'est comme mort dans l'œuf, on a pu entendre parler, qu'est-ce qui s'est passé en conclusion? OK. Mac Bellemare a accusé Jean Charest d'être. C'est la nomination des juges. Mac Bellemare, c'est la nomination des juges. Tout de suite, on lui a appelé une commission dans le but. Tout de suite. Et la commission n'était pas sur Jean Charest, elle était sur Mac Bellemare. La commission sur la corruption dans la construction, ça a pris 3 ans. Tous les corps policiers ont demandé une commission. Le barreau a demandé une commission. Duchesneau a demandé une commission. Il dit non, l'opération marteau fonctionne bien, on va attraper des gros poissons, on va régler le problème avec ça. Finalement, on n'attrape personne avec ça. On va attraper les petits joueurs, c'est comme la mafia. On sacrifie le gars de la rue. Le boss, on le protège. Donc, il n'a pas eu le choix de faire la commission Charbonneau parce qu'elle était rendue à un taux d'insatisfaction absolument incroyable. C'était la seule manière de s'en sortir comme étape 1, mais comme étape 2, la crise étudiante n'était pas faite pour ça. Moi, je vais juste te proposer de prendre, je ne sais pas combien de questions il y a encore. Il y a combien de questions levées la main pour savoir si on fait une stratégie de couper ça au droit? Oui, c'est ça. Ben, s'il y en a qu'une, la prendre puis de plus joliment. Joliment. Eugénie est là pour cette partie. Mais un peu, vous parlez de s'informer, mais maintenant par Internet, c'est quoi les principaux journaux, justement, qu'on peut consulter ou, admettons qu'il n'y aurait pas vraiment d'enjeu politique qui est vraiment plus indépendant que. Il n'y a pas vraiment une place sociale. Le journal, je sens qui sort ça, comment ça s'appelle? Le projet de loi. J'en connais 2. Je connais Vigile.net et Alternative. Ils ne sont pas parfaits, mais au moins, c'est un point de vue. Il y a Le Devoir, parce que c'est le dernier journal indépendant qu'on a au Québec, en tout cas un des rares indépendants qui nous reste au Québec. Oui. Je veux savoir le PowerPoint, peux-tu l'avoir? Y a un moyen? Oui. Je crois qu'il faut demander ça aux organisateurs. Comment je peux vous l'envoyer? On va le mettre sur le blog et si ça. Ah oui, on peut le mettre sur le blog. Super. J'ai commandé sur le blog, c'est le retour vers le printemps.org. Il va y avoir la belle photo de ma sœur. Photoshop. Si c'est plus facile pour vous à trouver, c'est aussi sur Facebook, le lien vers le blog. Puis on va mettre un peu de la conférence. Ou bien vous pouvez m'écrire, mais pas sur Mio, parce que mon Mio est inopérationnel pour envoyer, sur Badam, ça donne Badam. Badam@cégepgabon.ca. Si vous m'écrivez, je vous l'envoie, ou sinon je vous donne, vous le mettre sur le blog. Je pense que le blog, c'est encore mieux. Ils ont fait un super beau blog. Qu'est-ce qu'on peut faire? Honnêtement, la question, c'est que l'information, elle ne viendra jamais toute seule à vous. Ce qui vient tout seul à vous, là, on veut vous vendre un char. Ça, c'est ce que vous devez aller chercher, c'est pour comprendre ce qui se passe, vous devez aller faire une part, aller chercher. Peut-être qu'on peut mettre sur le blog quelques sites des informations. Ça vous va? Surtout, soyez acteurs. Ne restez pas passifs. Honnêtement, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est participer à des trucs, je ne sais pas moi. Lancer un groupe de réflexion sur la société de demain. Comment on peut créer un meilleur monde?
Si ça vous intéresse, cette idée-là, venez me voir. Ouais, j'ai déjà un groupe qui travaille là-dessus. Un groupe de jeunes. En partie au cégep et en partie à l'université. Mais concrètement, c'est ça. Là. Concrètement, c'est quel monde vous voulez, sur quel principe vous voulez, quelle justice sociale vous voulez, quelle idéologie vous voulez, gauche, droite, vert, bleu, rouge, peu importe, là, il faut le créer. Si vous laissez faire, ceux qui sont là, ils travaillent pour eux. Est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Non. Le gars, le PDG des Petrolia, qui a acheté d'immenses pales, 3/4 litres d'anticosti et maintenant appartient à Petrolia, il a dit il y a 2 semaines, dans le devoir, il a dit, moi là, j'ai travaillé pour mes actionnaires et j'ai eu un super bon deal pour mes actionnaires. Hydro-Québec avait des avocats et puis elle a essayé d'avoir un bon deal pour Hydro-Québec. Ne me reprochez pas à moi d'avoir un bon deal pour mes actionnaires. C'est normal. Et c'est normal que le gars fasse ça. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est que l'enfant soit secrète. On ne sait pas Hydro-Québec ce qu'elle touche avec l'enfant. On ne sait pas combien elle a vendu ce qu'il y avait dans ce sol. On ne sait pas c'est quoi la gamine qui est derrière, on n'en sait rien. Ça, c'est pas normal. Ça il nous faut l'information. Et si on reste devant la télé, chacun chez soi, il n'y a rien qui va changer. On fait le printemps 2013? Non. On va se reposer une couple d'années. Ok. Bah, merci tout le monde. Merci d'avoir venu.